à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Aujourd'hui au programme, on va revenir sur les performances des joueurs parisiens en sélection nationale durant cette période de trêve internationale. Justement, un épisode qui sera sûrement assez court et concis, mais vous en serez sûrement déjà rendu compte en vous rendant sur YouTube ou bien sur votre plateforme de podcast favorite. J'en profite au passage pour vous dire de ne pas hésiter à nous lâcher des étoiles, des likes ou des commentaires, voilà, pour nous aider à être référencés au mieux. Ça nous aide beaucoup. En attendant que vous puissiez faire cela, je salue mon partenaire d'enregistrement du jour, ou plutôt j'ai envie de dire de ces derniers jours. Salut Flavien. Salut Lilian, bonjour à tous. Flavien, on a eu un petit peu moins de choses à se mettre sous la dent peut-être pour cette période de trêve internationale, en tout cas pour ce qui concerne les joueurs parisiens en équipe de France, mais on va quand même pouvoir en parler un petit peu, et également d'Amar Gegic avec la Bosnie. Ouais, c'est vrai que il y avait Johan Béguin et Ismaël Kamagaté qui étaient sélectionnés avec l'équipe de France là, pour les fenêtres de février, pour les deux matchs contre la République tchèque et contre la Lituanie. Et bon, bah, c'est vrai que ce soit Johan Béguin et Ismaël Kamagaté, les deux en tout cas ont eu un temps de jeu plutôt réduit par rapport à ce qui avait été le cas en novembre. Surtout pour Ismaël Kamagaté qui n'a joué qu'un seul des deux matchs de ces fenêtres internationales. Et puis, bah, il y a quand même deux, trois petites choses à dire, tu le disais en intro, mais on est un peu peut-être sur notre fin de leur rôle bah là, sur cette campagne internationale. Parlons peut-être du premier, de celui qui a le plus joué en tout cas, Juan Bégarin. En peut-être recontextualisons les résultats de la France sur cette période de trêve. Les Bleus qui étaient déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2023, qui jouaient là les deux derniers matchs de groupe. Deux victoires pour la France contre la République tchèque là-bas en République tchèque, et une victoire à Trélazé en France contre la Lituanie. Deux victoires qui ont peut-être mis un petit peu de temps à se dessiner, pardon, mais la France qui était dans les deux cas supérieure dans ces rencontres. Parlons je disais, Jeanne Bégarin qui a le plus joué, 2 points dans les deux rencontres, en moyenne entre 7 et 9 minutes de temps de jeu. Euh, j'ai envie de dire que, alors Juan a un petit peu pâti du retour de certains cadres de l'équipe de France, notamment Terry Tarpé, pour le match contre la Lituanie, et également de temps de jeu un petit peu supérieur alloué à d'autres joueurs. On pense notamment à notre jeune, par exemple Hugo Benitez. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé des prestations de John Bégarin et du temps de jeu que lui a alloué Vincent Collet sur ces deux matchs? Bah, si on fait le comparatif avec Kamagaté, c'est en tout cas Vincent Collet peut-être avait plus d'intention avec Jean Méga, en tout cas pour le faire jouer et donner des missions plus importantes. J'ai plus aimé son match contre la République tchèque parce qu'il rentre quand l'équipe de France est vraiment au plus bas. Le début de match est vraiment catastrophique. Il y a 13-1 quand Jeanne il rentre sur le terrain. Et à ce moment-là, alors, il n'y a pas que lui qui officie ce retour, mais il permet justement par sa défense et son activité, gros, ça permet à l'équipe de France de revenir plus petit à petit dans la partie, et en tout cas sur ce premier run, après ce premier run de la République tchèque. Et puis contre la Lituanie, effectivement, ça a été. Bah, de toute façon, on lui donne pas le ballon dans cette équipe de France. C'est pas le rôle qu'on lui alloue parce qu'il y a des joueurs qui sont tout simplement mieux formés pour le faire. Et Juan a vraiment des missions qui sont vraiment plus défensives. Bah là, sur le match contre la Lituanie, les 2 points qu'il a inscrits, c'est 2 points en transition avec un gros dunk que vous avez peut-être vu passer ici et là sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est dommage. On l'a vu très entreprenant sur la première fenêtre internationale où il a joué, c'était en novembre, où il avait fait un match à 22 points. Tu sens qu'il a pas eu il a pas su saisir peut-être les opportunités qui s'offraient à lui, ou justement il en a pas eu suffisamment, et il a pas en tout cas produit de statistiques ou vraiment des performances qui sont notables. C'est un peu dommage parce que bah, c'est la dernière fois avant la Coupe du Monde où tu peux t'afficher avant la liste de Vincent Collet, qui sera certes réduite. Il y a très peu de chances que ni Kamagaté ni John Méguin soient dedans en septembre, mais c'est dommage de gâcher des munitions quand elles s'offrent à toi aussi jeune. Ouais, c'est vrai qu'après, il n'a pas forcément eu ses munitions, comme tu le dis. Il était vraiment cantonné, comme les autres fois, mais peut-être avec un peu moins de temps de jeu au, on va dire au groupe, au 5 majeur B, en tout cas le 5 majeur qui rentre
voilà, en deuxième quart-temps notamment. Mais c'est vrai que voilà, ce qui peut être son salut, lui, c'est vraiment les missions défensives qu'on peut lui donner. On a notamment, tu citais son dunk contre la Lituanie, il a notamment à un moment provoqué un retour en zone d'un meneur lituanien. Et je l'ai vu comme il peut l'être avec Paris, très actif et plutôt très concentré. Ce que ce qui peut-être, ces matchs aussi nous permettent à nous de voir des petits axes d'amélioration chez les joueurs parisiens. Et c'est une réflexion que je me suis faite, c'est que des fois, Juan peut avoir cette tendance, des fois, à avoir une idée en tête et il va forcément aller au bout de cette idée sans forcément se dire, oula, c'est peut-être pas la bonne, faudrait peut-être que comment dire, je n'aille pas au bout de cette idée, je redonne la balle à un coéquipier ou quoi. Mais est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà eu avec Juan? Des fois, c'est quelque chose qu'on mentionne pas forcément, mais dans son, on va dire, dans son QI basket à lui, des fois ne pas forcément aller au bout de ces idées qui ne sont pas forcément la bonne, surtout la première. Avoir par exemple une deuxième, troisième option qui s'offre à lui, ça pourrait être un axe d'amélioration pour Juan plus globalement que l'équipe de France. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est un garçon que, par exemple, quand il va au cercle, tu sais très bien que la balle ne va pas ressortir sur un coéquipier, il va aller au panier sans forcément avoir la qualité technique pour finir, ou du moins la justesse avec la main pour marquer. Et là, en plus, comment dire, dans des matchs où où il va pas être l'option 3-4, comme il peut l'être à Paris, le seul moment en fait où il peut essayer de montrer ce qu'il vaut, ça va être sur des petits flashs, et ça va être vraiment sur des opportunités où il y a une occasion qui va se montrer, et c'est peut-être là où c'est un peu difficile, en tout cas je dirais, pour un jeune joueur comme lui, dans son style, d'avoir la présence d'esprit de voir ce qui se passe aussi autour, et de s'adapter à l'action qu'il va générer. On l'a très peu vu de toute manière pouvoir le faire, mais pourquoi pas à Paris peut-être s'axer sur ce point-là, et qu'on en reparlera peut-être dans 2 mois, voir si on voit des choses qui s'améliorent. Oui, puis Juan, c'est un joueur qui a besoin de volume, et c'est là où il pâtit peut-être par rapport à un Hugo Benitez qui a un petit peu plus joué que lui sur cette fenêtre, et c'est là où il en pâtit un petit peu. Juan, tu le disais, dans son profil, plutôt driver que shooter, forcément, il lui faut des ballons, et il n'en a pas forcément le luxe en équipe de France, et ce qui est plutôt normal pour le moment. Parlons de son autre compère, qui lui aussi a un petit peu moins joué sur cette fenêtre internationale, qui n'a carrément pas joué le deuxième match, remplacé notamment par Bodian Massa. On en reparlera peut-être un petit peu parce qu'il a fait un gros match pour sa première sélection en équipe de France. Mais du coup, déjà premièrement, qu'est-ce que tu as pensé de son premier match face à la République tchèque avant de parler de sa non-convocation pour le second? Moi, j'ai pas aimé son match contre la République tchèque. Je l'ai trouvé, mais comme je le trouve un peu parfois quand on l'a vu en bleu, en fait, un peu timide. Il met peut-être du temps encore à s'adapter au niveau international. Là où, à l'inverse, en Europe, en Eurocup, ça fonctionne bien. Je le trouve un peu effacé. Alors, il n'a pas non plus des ouvertures folles dans ce match, mais par exemple, quand il va poser un pic et on lui redonne la balle, c'est généralement sur short roll, et il regarde jamais le panier. Il cherche toujours son extérieur pour lui rendre le ballon. Je le trouve un peu effacé en fait dans ce match, et c'est un peu dommage. Il finit avec 3 points, 4 rebonds. Alors, statistiquement, en 10 minutes, c'est pas horrible, mais je l'ai trouvé vraiment pas forcément dans son assiette. Et comme tu l'as cité, il a pas joué le deuxième match, il a été remplacé par Bodian Massa dans le groupe, qui, je trouve, à l'inverse, lui, a su saisir cette opportunité pour se montrer très largement. Je crois qu'il termine avec la meilleure évaluation de l'équipe sur le match. Et c'est un peu dommage pour Ismaël qu'il n'ait pas su saisir cette opportunité contre la République tchèque lors du premier match de cette fenêtre. Ouais, Bodian Massa, 16 d'évaluation, la meilleure du match, comme tu le disais, 5 parfait pour franchement des premières en bleu comme celle-là, doit pas y en avoir à chaque fois en tout cas, parce que 11 points, 5 sur 5 au tir, 4 rebonds, une passe, 2 interceptions, 2 pertes de balles certes,
Mais c'est vrai qu'il a fait, Bodian Massa a fait forte impression en faisant un petit peu étalage de toute sa palette offensive. Et c'est vrai que on a un petit peu l'impression de Ismaël Kamagaté en équipe de France. C'est un peu le Ismaël Kamagaté des jeunes années avec Paris, qui prenait assez peu d'initiatives offensives, qui était voilà assez timide. Où on se souvient encore de scènes avec Jean-Christophe Prat qui l'incitait à justement à montrer ses qualités, à prendre des initiatives. Et c'est là où le bas blesse, surtout quand là, il souffre vraiment du comparatif où il est remplacé par un joueur qui, lui, performe tout de suite, qui est un petit peu dans le même style qu'Ismaël, peut-être un petit peu moins défenseur, mais un petit peu plus offensif que lui. Et ça pourrait, un petit peu comme Juan qui s'est un petit peu moins montré sur cette fenêtre, ça pourrait compter, même si forcément on ne s'attend pas à ce que Ismaël Kamagaté et Juan Bégarin soient à la Coupe du Monde 2023 avec la France. Mais même pour le futur, ce sont possiblement, tu le disais, des munitions en moins. Enfin, ils n'ont pas su saisir les munitions qu'ils avaient à leur disposition pour se montrer aux yeux de Vincent Collet et Flavien. Ouais, je voulais revenir sur Bodian Massa, en plus, moi je trouve les profils sont similaires parce que Massa, lors de ses premières saisons pro en Pro B avec Fos, c'est un garçon qui offensivement éclate pas Et très enfin, frustre, ouais. voilà, en fait, je retrouve beaucoup de Ismaël Kamagaté dans Bodian Massa dans l'idée de timidité offensive. Et comme tu dis, il y a des munitions là, qui ont été gâchées. Je pense que pour Ismaël Kamagaté, il y avait peut-être une place à se faire, en tout cas potentiellement dans ce roster d'ici 6 mois quand la Coupe du Monde arrivera, parce que est-ce que Victor Wembanyama sera à la Coupe du Monde, ça va libérer un spot. Il y a beaucoup d'intérieurs qui ont été utilisés par Vincent Collet là, pendant ces qualifs de la Coupe du Monde. Donc en fait, tu avais potentiellement une place à aller chercher pour Ismaël. Ce sera très certainement pas le cas, on va pas se mentir. Et c'est un peu décevant. Et après, je pense pas que sa mise à l'écart, là, enfin, en tout cas, qu'il ait été retiré du groupe pour un match, je pense que Vincent Collet aussi s'ouvre des possibilités et qu'il avait envie de voir ce que Bojan Massa pouvait donner à un niveau international. Peut-être qu'aussi à l'entraînement, il avait de meilleures sensations avec Bodian Massa depuis quelques jours. Faut pas enterrer non plus les prestations d'Ismaël, mais c'est vrai que c'est dommage, le contraste est assez fort en fait entre ce qu'il peut montrer à Paris, où il sort du banc également. Alors là, il a beaucoup, beaucoup moins de minutes qu'avec son club. Généralement, c'est un garçon qui est quand même capable de produire assez vite, et ça n'a pas été trop le cas là contre la République tchèque. Et on le reverra pas en équipe de France, à mon avis, cet été, et ce sera pour la prochaine fenêtre en novembre, et pas du tout pour la Coupe du Monde en septembre. Oui, voilà, c'est vrai que on est un petit peu, comment dire, sur notre réserve parce qu'on se dit que chaque opportunité en équipe de France, faut pas les gâcher. C'est des choses qui peuvent ne pas forcément se représenter. Alors bon, Juan Bégarin et Ismaël Kamagaté ont le temps de voir venir, ils sont très jeunes, mais voilà, on a un petit regret de ne pas les avoir vus autant qu'on aurait peut-être pu, que la précédente fenêtre internationale aurait peut-être pu le laisser prétendre. Voilà, passons, à moins que tu aies encore un petit mot à rajouter sur nos deux bleus. Disons un mot également sur Amar Gegic, puisqu'il y avait un troisième parisien qui jouait avec sa sélection, avec la sélection bosnienne. Le bilan pour lui, une victoire, une défaite. La Bosnie-Herzégovine, pardon, qui ne verra pas la Coupe du Monde 2023. Mais je pense qu'on a vu un Amar Gegic un peu plus conforme, dans un rôle en tout cas qui lui sied un petit peu mieux on va dire en troisième option derrière John Robertson et Alilovic. Il a fait plutôt un bon match contre le Monténégro où il finit à 14 points, 5 sur 6 au tir, 5 passes, 4 interceptions. Bon, du Amar Gegic dans le texte un petit peu euh, qui fait un petit peu tout sur un parquet. Qu'est-ce que tu as pu voir un peu des quelques images que tu as vues du joueur bosnien? C'est vrai que c'est justement pas la première option. Je crois que John Robertson était absent en novembre et que Amar avait un peu les clés du camion. Là, c'est vrai que son premier match contre le Monténégro est excellent. Bonne sélection de tir. Comme tu dis, il fait un peu de tout en fait, et c'est là où il avait été plus intéressant. Il termine avec la meilleure évaluation du match avec 22.
En fait, puis c'était surtout important pour la Bosnie d'avoir Amar à ce niveau parce qu'ils espéraient encore à ce moment-là une qualification pour la Coupe du Monde. Et puis bah, il y a le deuxième match contre la Hongrie où il tombe un peu dans ses travers, où la sélection de tir est pas bonne parce il arrive pas en tout cas à prendre de tirs à l'intérieur, il prend que des tirs à 3 points. Et ça reste de toute manière sa faiblesse en attaque, je trouve, c'est qu'il force beaucoup. En tout cas, il prend des tirs qui sont techniquement trop compliqués pour lui. Et du coup, il est avec une réussite qui est trop faible pour être suffisamment efficace. Il prend 7 tirs à 3 points dans le match contre la Hongrie. C'est du Amar Gigic dans le texte pour les deux matchs, même j'ai envie de te dire, parce que soit il est excellent, justement quand il n'est pas le porteur de balle principal, et qu'il arrive à exploiter les failles que ses coéquipiers peuvent ouvrir et parfois passer même à côté de son match. Alors il finit avec 9 d'évaluation parce qu'il fait toujours des petites choses, que ce soit à la passe, que ce soit en défense, etc. Le Amar Gigic qu'on connaît, c'est celui-là et je trouve il est pas assez régulier en fait dans ses performances. Soit c'est tout, soit c'est rien et j'avoue que bah, j'ai pas été très surpris en tout cas de voir que ce soit le premier match ou le deuxième, les statistiques et les performances d'Amar Gigic. En tout cas, cette fenêtre internationale peut lui permettre un petit peu de retrouver. En tout cas, ça lui a permis de rejouer aussi, chose où son temps de jeu avait sévèrement décliné quand même avec Paris. Et là, il joue 2 fois 25 minutes. Donc pour lui aussi, ça, même si voilà, tu l'as dit, un bon premier match, avoir un deuxième un petit peu plus compliqué, au moins ça lui permet de pratiquer le basket et de potentiellement revenir à Paris avec un petit peu plus d'assurance sur son jeu. C'est ce qu'on peut espérer pour lui, en tout cas pour cette fin de saison avec Paris. Ouais, complètement, complètement. S'il peut retrouver du rythme, parce que c'est ça qui va être important pour lui, de pouvoir aussi retrouver du temps de jeu. De toute manière, pour la fin de la saison, Paris va avoir besoin de tout son effectif au meilleur niveau. On l'a bien cité dans le dernier podcast que pour faire un run en playoff, il va absolument falloir tout le monde à son meilleur niveau. Et Amar Gigic fait partie de ces joueurs qui doivent retrouver déjà du temps de jeu et une production suffisante par rapport à son talent. Et c'est un joueur en début de saison qu'on louait pour son activité, son agressivité, sa polyvalence même, à faire beaucoup de choses sur le terrain. Et ce serait pas mal qu'on retrouve ça. On l'a retrouvé en tout cas là avec la Bosnie, mais enfin, c'est dans des rôles que je ne le vois pas forcément avoir à Paris de toute manière, quoi, quel que soit le déroulé de la saison, parce que il est le dernier extérieur à faire rentrer. S'il y a Juan Bégarin, il y a Axel Toupane, il y a Gauthier Denis, il y a beaucoup de monde maintenant sur le poste on va dire, poste 2, et il est un peu derrière tout ce monde-là. Mais tu as raison, il faut qu'il soit à ce niveau-là et qu'il retrouve du rythme en tout cas pour performer, ça c'est essentiel. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire pour cette fenêtre internationale sur nos 3 jours parisiens avec leurs sélections respectives. Voilà, voilà, vous l'avez compris, l'épisode était assez court, mais si vous êtes en manque de podcast de Paris Basketball On Air, en début de semaine, un podcast sur la Betclic Elite est sorti sur les aspirations parisiennes pour cette fin de saison, playoff, maintien. On vous invite à aller l'écouter pour savoir un petit peu notre avis là-dessus. Un podcast Eurocup était sorti quelques jours auparavant encore. Donc voilà, si vous voulez encore un petit peu plus d'informations sur vos Parisiens, eh ben, n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes-là. Flavien, je te remercie d'avoir été encore en ma compagnie et la prochaine fois qu'on se donne rendez-vous, ce sera peut-être pas avec moi, pardon, mais ce sera pour le débrief du match de championnat, pour la reprise face à Gravelines Dunkerque. Donc voilà. En attendant, je te remercie et puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Ciao.